interstellaire, mais de nature exotique. C'est une énigme enveloppée de mystère. Cette météorite pèse 15 tonnes. On n'a trouvé aucun cratère. D'où vient-elle? Des pierres sacrées envoyées par les dieux. Est-ce que cette pierre noire devait interagir avec les humains sur la Terre? C'est peut-être grâce aux météorites que nous en apprendrons davantage sur nos origines cosmiques et sur ces êtres extraterrestres. Les météorites ne sont-elles que des pierres tombées sur la Terre par hasard, ou sont-elles plutôt des exemples de technologie extraterrestre? Et dans ce cas, pourquoi aurait-elle été envoyée jusqu'à nous? Cette météorite contient tout ce qu'il faut pour faire naître la vie. Winslow, en Arizona. Près de cette ville, située dans le nord du désert de l'Arizona, à une altitude de 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouve le plus grand cratère d'Amérique du Nord. Formé par la chute d'une énorme météorite il y a environ 50 000 ans, le cratère Barringer mesure environ 1200 mètres de diamètre et 170 mètres de profondeur. Chaque année, des milliers d'astéroïdes se feraient un chemin jusqu'à notre planète à travers les vastes étendues de l'espace. La plupart se consument entièrement en entrant dans notre atmosphère. Les fragments qui réussissent malgré tout à atteindre la surface de la Terre sont des météorites. Celles-ci sont en majorité minuscules ou passent inaperçues parce qu'elles tombent dans l'océan. Mais une poignée d'entre elles parviennent à terminer leur course sur la terre ferme. Elles peuvent alors avoir un impact sur l'environnement plus dévastateur que n'importe quelle bombe conçue par l'homme. Tout le monde connaît en gros les effets de l'impact d'une météorite. Elle peut creuser un trou dans le sol, charger l'air de poussière et, si elle est assez grosse, modifier la météo. Mais quels sont ces autres effets possibles? Si elle contient certains composés chimiques ou des agents biologiques, elle pourrait aller jusqu'à modifier l'environnement et donc servir à terraformer une planète. La terraformation désigne le processus visant à transformer artificiellement une planète inhabitable en un monde capable de soutenir la vie humaine. Mais une entreprise aussi audacieuse est-elle réellement envisageable? Le 7 avril 2016, la NASA annonce qu'elle consacrera des fonds à un ambitieux nouveau programme qui définira l'avenir du transport interstellaire. Baptisé Rama, ce programme étudiera la possibilité d'adapter des astéroïdes afin de s'en servir pour l'exploration spatiale. La NASA travaille actuellement au programme Rama qui vise à modifier des astéroïdes pour en faire des automates mécaniques. Il s'agit en fait de transformer un astéroïde en une sonde qu'on pourra ensuite envoyer vers un autre système stellaire. Si le programme Rama est couronné de succès, la NASA croit que les astéroïdes deviendront des outils précieux, non seulement pour l'exploration de l'espace, mais aussi pour la terraformation d'autres planètes. Mais pourquoi une société avancée choisirait-elle d'explorer et de coloniser le cosmos en utilisant des astéroïdes? Le lancement d'une fusée à partir de la Terre est très coûteux. On veut donc prendre un objet très petit et très léger, comme par exemple un robot clé avec une charge utile réduite, l'envoyer dans l'espace, puis utiliser les matières premières qui s'y trouvent pour construire une fusée. Une fois dans l'espace, l'engin aura toutes les matières premières nécessaires pour construire un vaisseau spatial pouvant servir au voyage interplanétaire. À première vue, l'idée d'utiliser les astéroïdes pour voyager dans l'espace peut sembler inconcevable. Elle le devient moins cependant si on tient compte de la composition de nombreux astéroïdes qui sont faits de minéraux. Ils contiennent une quantité fabuleuse de matières premières. Les échantillons de météorites dont on dispose nous montrent que la ceinture d'astéroïdes recèle des matières organiques, des métaux, des matériaux réfractaires, tout ce dont on aurait besoin pour mettre sur pied un programme spatial. Les météorites sont faites de matériaux très robustes comme le fer, le nickel, le cobalt et ainsi de suite. Elles constituent des objets extraterrestres que nous ne comprenons pas entièrement. Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que l'utilisation des astéroïdes que l'on convertirait en vaisseaux spatiaux n'est pas seulement possible,
mais qu'elle est effectivement mise en œuvre et influe sur l'histoire de notre planète depuis des milliers d'années. West Linn, en Oregon, en 1902. Rentrant chez lui après une journée de travail, le pionnier Ellis Hughes repère dans la forêt un énorme rocher de forme inhabituelle. Poussé par la curiosité, il saisit sa pioche et en frappe la pierre. Le son puissant qui est produit, semblable à celui d'une cloche, le fait sursauter. Les jours suivants, Hughes s'emploie à creuser autour de l'objet et met ainsi au jour un trésor d'une grande importance historique, la météorite de Willamette, qui est la plus grosse jamais découverte en Amérique du Nord. La météorite de Willamette est énorme. Sa forme réelle s'est modifiée au fil du temps. Elle ressemble maintenant un peu à une œuvre d'art moderne. Elle est fascinante et gigantesque. Elle a la taille d'une voiture. Pour ce qui est de sa composition, la météorite de Willamette contient de l'iridium, du germanium, du gallium et du nickel. Elle pèse environ 15 tonnes. C'est énorme. Le nickel contribue à empêcher la corrosion. La traversée de l'atmosphère a bien entendu laissé des traces. La surface est très irrégulière. Fait intéressant, l'objet a atterri intact, sans éclater en 1000 morceaux. C'est donc une météorite tout à fait remarquable. Elle constitue un exemple unique en son genre. En plus d'atteindre le sol terrestre en un morceau, la météorite de Willamette a profondément marqué la population locale. Elle est devenue pour elle une sorte de sanctuaire, un message des dieux. Longtemps avant qu'Ellis Hughes ne découvre la météorite en 1902, une tribu amérindienne, les Clackamas, qui habitent l'ouest de l'Oregon depuis des siècles, connaissait déjà l'existence de cet objet extraterrestre et lui attribuait des pouvoirs spéciaux. Les Clackamas ont été, et cependant très longtemps, en interaction avec cette pierre. Ils la considéraient comme un don et comme un lien qui unissait le ciel, la terre et l'eau. Au sein de la pierre elle-même se trouvent des cavités, causées par exemple par l'érosion, où l'eau s'accumulait. Ils utilisaient cette eau à des fins curatives ou de bénédiction. Autrement dit, l'eau qu'on recueillait dans les cavités de cette météorite était imprégnée d'une forme de pouvoir énergétique. Ils plongeaient les pointes de leurs flèches et de leurs lances dans l'eau, pensant que ce rituel rendrait les pointes plus pointues et donc les aiderait à chasser. Les Clackamas ont nommé la météorite Tomanowos. Ils croyaient qu'il s'agissait d'un messager de leur dieu du ciel. C'est une donnée importante qui nous révèle que cette pierre est beaucoup plus qu'une simple pierre. Elle constitue un lien avec un être extraterrestre. On parle d'une météorite de 15 tonnes qui se serait écrasée au sol. Pourtant, on ne voit aucune trace d'impact. Je pense qu'il faut revenir à la conception d'origine des Clackamas, selon laquelle une intervention extraterrestre aurait possiblement déterminé l'emplacement de cette météorite. Ils étaient convaincus que sa présence en cet endroit était intentionnelle. Ils croyaient qu'elle venait des dieux et n'était pas tombée du ciel par hasard. Mais comment le peuple des Clackamas a-t-il pu croire que la météorite de Willamette venait du ciel, alors que d'après les estimations, elle serait arrivée sur la Terre il y a des milliers d'années? Peut-on penser que cette pierre possédait autrefois des pouvoirs de nature non pas spirituelle, mais bien technologique? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont d'avis que oui. Selon eux, les étranges cavités que comporte cet objet métallique géant pourraient avoir hébergé des appareils technologiques ayant brûlé dans l'atmosphère lorsque la météorite est tombée sur Terre. Le même genre d'appareil, en fait, que la NASA envisage d'installer sur les astéroïdes qu'elle veut convertir pour les voyages dans l'espace. Prenons le programme Rama de la NASA. Il envisage de prendre des astéroïdes, de les évider, d'en faire des vaisseaux spatiaux auto-alimentés, de les charger d'ADN et de technologie, puis de les envoyer vers d'autres planètes. On doit alors se demander si on n'est pas en train de perpétuer un cycle amorcé il y a des millénaires par les extraterrestres qui auraient lancé des météorites vers la Terre.
Les Clackamas auraient alors découvert les restes d'un petit engin spatial très sophistiqué, envoyé en guise de sonde spatiale vers d'autres planètes. Les météorites soulèvent beaucoup de questions sans réponse quant à leur origine, leur composition et la raison exacte de leur présence sur la Terre. Faut-il y voir une forme de design intelligent? Ces météorites auraient-elles été capturées, chargées d'informations, puis envoyées volontairement vers la Terre? Est-il possible que certains des astéroïdes qui atteignent notre planète soient essentiellement des chevaux de Troie, dissimulant une cargaison d'origine extraterrestre et comportant de profondes implications pour l'humanité? Et si c'est le cas, aurait-il même pu servir à apporter sur la Terre des formes de vie extraterrestres? En mai 2018, un groupe de 33 chercheurs et scientifiques publie un article novateur dans la revue Progress in Biophysics and Molecular Biology, soutenant que les pieuvres sont en fait d'origine extraterrestre. La pieuvre est un véritable isolat sur le plan de l'évolution. Elle défie toutes les théories sur la manière dont le génome s'est développé pour donner des formes de vie complexes à partir de formes plus simples. Avec la pieuvre, on a tout à coup un prédateur incroyablement doué, possédant un gros cerveau, d'excellents yeux, et elle est capable de stratégie. Elle aime collectionner les objets qui brillent. Elle est fascinée par son propre reflet, comme si elle était dotée de conscience. Et elle apprend très rapidement. En finissant ma lecture, je n'avais qu'une question en tête. Pourquoi les auteurs de cet article ne pouvaient-ils pas appliquer la même théorie à nos propres origines? C'est en tout cas ce que suggère la théorie des anciens astronautes. À un moment donné, notre constitution génétique aurait été modifiée à la suite d'un événement de nature extraterrestre. À mon avis, par conséquent, un article du même genre sera publié avant très longtemps, portant cette fois sur l'origine des êtres humains. Mais si les pieuvres ne sont pas un produit de l'évolution telle qu'elle s'est déroulée sur la Terre, d'où viennent-elles? La réponse à cette question pourrait-elle nous révéler la vérité quant aux origines extraterrestres de l'humanité? Les extraterrestres auraient-ils pu envoyer des astéroïdes sur notre planète afin d'accélérer, voire de déclencher, l'évolution biologique de la Terre? En 2011, un ancien astrobiologiste de la NASA nommé Richard Hoover publie dans le Journal of Cosmology un article où il fait état de 9 météorites distinctes comportant des microfossiles de bactéries. La question se pose, où la vie a-t-elle pris naissance? Une réponse possible consiste à penser que la base chimique de la vie s'est formée ailleurs que sur la Terre. Mais alors, il faut se demander comment ces composés chimiques ont pu se rendre jusqu'ici. Le moyen auquel on pense le plus spontanément est une météorite. Un astéroïde quelconque se serait détaché d'une planète hébergeant la vie, aurait voyagé dans l'espace, puis serait entré dans l'atmosphère terrestre sous la forme d'une météorite. Des composés chimiques auraient survécu à l'impact pour interagir avec la chimie terrestre. Ça aurait pu être le point de départ de la vie sur Terre. Quand on parle de météorites susceptibles d'avoir introduit la vie sur la Terre ou d'y avoir modifié la vie déjà présente, voici le genre de météorite dont on parle. Celle-ci a atterri à Murchison en Australie en 1969. Et à l'intérieur, on trouve toute une série de composés organiques. On y trouve tous les éléments constitutifs de l'ADN, de l'ARN, tout ce qu'il faut pour faire naître la vie. L'idée que certaines météorites transporteraient de l'ADN est une théorie parfaitement plausible. On doit donc se demander si les extraterrestres n'auraient pas bel et bien utilisé des météorites comme projectiles qui auraient été destinés à semer la vie sur d'autres planètes. La question se pose. Si des extraterrestres ont envoyé un peu partout dans l'univers des sondes chargées d'ADN et des éléments constitutifs de la vie, ces extraterrestres sont-ils nos ancêtres?
Des extraterrestres auraient-ils, dans un passé lointain, utilisé des météorites pour envoyer sur la Terre les éléments constitutifs de la vie? Les partisans de la théorie des anciens astronautes reconnaissent qu'une idée aussi radicale peut paraître exagérée. Mais ils font valoir que certains scientifiques actuels envisagent de mettre en œuvre cette même idée à l'égard d'autres planètes. En 2016, le physicien allemand Claudius Gross présente le projet Genesis, qui consisterait à utiliser des sondes pour semer la vie sur des planètes lointaines au sein de notre galaxie. J'ai visité un jour le parc national de Petrified Forest en Arizona. J'en suis revenu avec une magnifique tranche de tronc d'arbre pétrifié. Ça m'a fait réfléchir. Ce que je tenais dans mes mains avait vécu il y a 200 millions d'années. Je me suis alors demandé si on ne pourrait pas jeter les bases d'une forêt destinée à se développer dans un monde lointain. Grâce à la recherche sur les exoplanètes, on sait aujourd'hui qu'il existe un grand nombre de types différents de planètes dans notre Voie lactée. Certaines d'entre elles pourraient avoir une très belle biosphère peuplée d'animaux et de plantes. D'autres pourraient être habitables, mais être sans vie pour l'instant. Le projet Genesis consisterait à introduire la vie sur ces planètes. Selon Claudius Gross et d'autres scientifiques, des sondes seraient ainsi lancées vers d'autres planètes pour y faire démarrer la vie. Puis, des humains véhiculés par des astéroïdes de plus grande taille leur succéderaient afin de modifier la vie implantée en fonction de leurs besoins. Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, c'est exactement ce qui s'est passé sur la Terre il y a des milliers d'années. La tradition aztèque comporte une très intéressante histoire selon laquelle la déesse mère et le dieu père, s'étant accouplés, ont donné naissance à une pierre de silex, une sorte de couteau. Cet objet les a terrifiés à un point tel qu'ils l'ont jeté sur la terre. De nombreux dieux en sont alors nés. Et tous ces dieux ont cherché à créer l'homme et la femme. On constate que des histoires similaires se trouvent aussi à l'autre bout du monde. Dans les traditions bibliques, babyloniennes et les plus anciennes traditions sumériennes. Avons-nous affaire en réalité à la représentation mythique d'une énorme météorite rocheuse apparue dans le ciel que les extraterrestres, les dieux venus de l'espace, auraient envoyée sur la Terre pour ensuite créer les humains tels que nous les connaissons aujourd'hui? Les météorites sont-elles davantage que de simples débris errant dans l'espace et aboutissant sur la Terre par le fruit du hasard? Les partisans de la théorie des anciens astronautes en sont persuadés, et selon eux, les astéroïdes auraient pu non seulement servir à introduire la vie sur notre planète, mais aussi à fournir un moyen de communiquer directement avec les extraterrestres. Un moyen encore utilisé de nos jours. La Mecque, en Arabie Saoudite. Chaque année, des millions de musulmans y affluent du monde entier pour participer au pèlerinage sacré qu'on appelle le Hajj. Celui-ci a pour but de témoigner à la fois de la solidarité entre les croyants et de leur soumission à la volonté d'Allah. Son point culminant est le tawaf, pendant lequel tout musulman, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, doit faire 7 fois le tour d'une grande construction carrée appelée la Kaaba, considérée par les musulmans comme la maison de Dieu. Vieux de 4000 ans, ce bâtiment de granit en forme de cube contient à son angle sud-est une relique sacrée appelée simplement la pierre noire. Enchâssée dans le mur dans un cadre d'argent pur, cette pierre remonterait, selon les croyants, à l'époque d'Adam et Ève. Beaucoup considèrent par ailleurs qu'elle est arrivée sur la Terre en provenance de l'espace. Les spécialistes affirment qu'il s'agit d'une météorite. Selon la légende islamique, cette météorite aurait été apportée sur la Terre par l'archange Gabriel, qui l'aurait remise à Abraham pendant la construction de la Kaaba. Les musulmans marchent autour de la Kaaba, décrivant un circuit de 7 cercles au terme duquel ils entrent en relation avec Allah, dans un moment de fusion avec le divin. Ce processus les plonge dans un état de transe qui les emporte dans le monde de la transcendance. D'après la tradition islamique, la Kaaba aurait été construite à l'origine par Abraham.
Le choix de son emplacement aurait été guidé par une inspiration de nature spirituelle. Un ange de Dieu est par définition extraterrestre. Même dans le cadre de la culture islamique, on doit donc reconnaître que la pierre de la Kaaba est d'origine extraterrestre. À ce titre, elle possède par conséquent une signification qui va bien au-delà de sa dimension culturelle ou historique. Quand les musulmans prient, ils ne se tournent pas seulement en direction de la Mecque. Ils s'orientent plus précisément par rapport à la Kaaba. On compte aujourd'hui plus de 1,5 milliard de musulmans dans le monde. C'est la situation actuelle. Mais depuis l'an 600 de notre ère, quand Mahomet a fondé l'islam, il y a eu des milliards d'autres fidèles. On est en présence d'une histoire extraordinaire, celle d'un être extraterrestre, ou en tout cas venu d'ailleurs, Gabriel, qui apporte la pierre noire sur la terre. Pierre qui ensuite a eu une influence énorme sur les affaires humaines. Dans les hadiths, recueil de traditions qui complètent le Coran, un passage décrit la pierre noire en train de parler directement au prophète Mahomet. Au cours de l'histoire, un très grand nombre de personnes ont subi l'influence de la pierre noire, de la Kaaba. On doit alors se demander, était-ce donc l'intention des extraterrestres que cette pierre interagisse avec les humains sur la Terre? Il semble bien que oui. Au jour du jugement, tous ceux qui auront touché la pierre noire avec un cœur sincère se verront dotés de la parole et d'une vision élargie. Peut-être est-ce une promesse qui s'adresse à chacun de nous. En communiquant avec les extraterrestres par le truchement des météorites et des pierres venues d'un autre monde, nous aussi recevrons la sagesse cosmique. À part la pierre noire de l'islam et la météorite de Willamette des Clackamas, existe-t-il d'autres météorites anciennes auxquelles on attribue des pouvoirs mystiques? Selon les partisans de la théorie des anciens astronautes, il en existe des centaines, formant tout ensemble un réseau de pierres sacrées, souvent utilisées par les humains pour faciliter une communication directe avec des êtres d'un autre monde. Camp Verde, en Arizona, en 1915. Une grosse météorite enveloppée dans une couverture de plumes est découverte à l'intérieur de ruines anciennes où elle a été enterrée. Un certain George Dawson a trouvé ce qui semblait être une sépulture. En effet, quelque chose était enterré là. Il s'agissait d'un fragment de météorite de 60 kilos, composé de nickel et de fer. Il était enveloppé comme si c'était une dépouille humaine, comme si les gens qui avaient procédé à la cérémonie entretenaient une quelconque relation avec l'objet en question. Dans la Grèce antique, un temple d'Apollon est érigé à l'endroit où une météorite est tombée sur la Terre. Une météorite qu'on croyait imprégnée de la puissance des dieux. Zeus, le grand dieu de l'Olympe, a pris une pierre et l'a lancée sur la terre pour marquer le lieu d'origine de tous les humains et le centre de toute chose. L'endroit en cause était particulièrement sacré. La pierre elle-même, l'omphalos, est venue des cieux jusque sur la terre. Elle représentait une transmission de la part de Zeus aux humains. Pour eux, cette météorite, cette pierre, était chargée d'une puissance qui irradiait vers tous les points de la Terre à partir de Delphes, où elle se trouvait. Et cet omphalos était également censé être un véhicule pour communiquer avec les dieux. On doit donc se poser la question, cette pierre a-t-elle été envoyée par Zeus, par l'un des dieux? Était-elle réellement dotée de pouvoirs spéciaux susceptibles d'aider les humains à communiquer avec les extraterrestres? Les récits anciens au sujet de météorites qui communiquent avec les humains ne sont-ils sans plus que des contes mythologiques? Les partisans de la théorie des anciens astronautes soutiennent que non. Selon eux, la preuve que beaucoup de ces pierres nous auraient été envoyées délibérément peut se trouver dans les traditions islamiques concernant les origines de la météorite sacrée que les musulmans appellent la pierre noire. Selon la tradition, la pierre noire était destinée à servir d'autel à Adam, le premier homme. Par la suite, l'ange Gabriel l'aurait confiée à Abraham. Abraham et Ismaël auraient alors placé la pierre noire dans la Kaaba, à la Mecque, où elle se trouve encore aujourd'hui.
On doit donc se demander si des extraterrestres n'ont pas intentionnellement donné cette pierre à Abraham afin d'assurer le progrès de l'humanité sur notre planète. Le lien entre la pierre noire de la Kaaba et l'histoire biblique d'Adam et Ève est-elle une preuve supplémentaire que les météorites ont pu servir aux extraterrestres à semer la vie sur la planète Terre? Et si les météorites peuvent contenir une énergie capable d'influencer l'esprit humain, ne posséderaient-elles pas aussi d'autres capacités métaphysiques? Des capacités que nous commençons à peine à comprendre? Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, les réponses à ces questions doivent être cherchées dans le lieu d'origine des météorites. Une région qui pourrait se trouver dans notre système solaire à proximité de notre planète, ou encore dans un système solaire très éloigné du nôtre. Selon les scientifiques et les astronomes traditionnels, à peu près tous les astéroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre proviennent d'une région circulaire de l'espace située entre les planètes Mars et Jupiter et connue sous le nom de ceinture d'astéroïdes. Découverte par les astronomes en 1801, la ceinture d'astéroïdes en contient environ 2 millions. La plupart d'entre eux ne sont que de minuscules fragments irréguliers de roches mêlées de minéraux. Mais certains sont beaucoup plus grands, au point de mériter le statut de planète naine. Les origines de la ceinture d'astéroïdes demeurent inconnues, mais beaucoup croient qu'elle est née de la destruction d'une petite planète. Les astéroïdes, selon eux, ne seraient autres que les débris de cette planète restés en orbite autour du Soleil. Il y a une histoire curieuse derrière les tentatives de comprendre la distribution des planètes dans notre système solaire. En effet, les planètes semblent espacées d'une manière assez régulière, mais il y a comme un grand vide entre Mars et Jupiter. On a l'impression qu'une planète devrait s'y trouver, mais ce n'est pas le cas. On a alors découvert la ceinture d'astéroïdes, qui contient beaucoup de débris. On a donc émis l'hypothèse à l'époque qu'une planète s'y trouvait peut-être à l'origine, mais qu'elle aurait été détruite lors d'une collision, par exemple. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce seraient en fait les fragments de cette ancienne planète. Si la ceinture d'astéroïdes contient les débris d'une ancienne planète, comment celle-ci a-t-elle été détruite? Est-ce à la suite d'une catastrophe naturelle? Ou y aurait-il une explication encore plus extraordinaire? Selon les partisans de la théorie des anciens astronautes, la réponse à cette question se trouverait dans certains des tout premiers récits du monde antique qui nous soient parvenus. D'après les traditions sumériennes et babyloniennes, une gigantesque bataille cosmique aurait eu lieu entre les dieux. Ces derniers se seraient dressés les uns contre les autres à travers le cosmos, une planète en combattant une autre. En fin de compte, l'une de ces planètes aurait été complètement détruite au cours de cette bataille cosmique. Les dieux auraient ainsi détruit leur monde d'origine et auraient eu à refonder la civilisation sur une nouvelle planète. Notre planète, la Terre. Est-il possible qu'une bataille spatiale entre extraterrestres ait provoqué la formation de la ceinture d'astéroïdes il y a des milliers d'années? Et si c'est le cas, peut-on penser que certaines des météorites qui sont parvenues jusque sur la Terre provenaient non pas de la ceinture d'astéroïdes, mais de galaxies beaucoup plus lointaines et qu'elles contiennent encore des traces de civilisations extraterrestres? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que oui, et croient même qu'un événement aussi extraordinaire pourrait bien ne pas être accidentel, mais faire partie d'un incroyable programme voulu par des extraterrestres. Johannesburg, en Afrique du Sud, en février 2018. Des géologues de l'université de Johannesburg annoncent avoir découvert une météorite qui ne ressemble à aucune autre connue jusqu'alors. Selon eux, cette météorite, surnommée Hypatie, ne provient pas de la ceinture d'astéroïdes, ni d'aucun autre endroit situé à l'intérieur de notre système solaire. Elle viendrait d'ailleurs dans la galaxie. Hypatie présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Quand on étudie les astéroïdes de notre système solaire, on constate qu'ils ont une composition très spécifique et celle d'Hypatie est différente.
Elle n'est pas chondritique, contrairement à la plupart des météorites ou des astéroïdes. La composition standard des météorites trouvées sur la Terre est chondritique, ce qui correspond presque exactement à la composition du Soleil. Ces météorites appartiennent donc à la nébuleuse primitive du système solaire, figée dans son état d'origine. Elles ont 4,5 milliards d'années et sont formées de la poussière dont notre système solaire est né. Pourquoi Hypatie ne correspondrait-elle pas au même modèle mais pour un autre système stellaire ? Elles seraient non seulement d'origine interstellaire, mais de nature exotique, d'où qu'elles viennent. Hypatie représente littéralement une énigme enveloppée de mystère. Avant la découverte de la météorite Hypatie, la plupart des scientifiques considéraient comme à peu près impossible qu'une météorite venant de l'extérieur de notre système solaire finisse sa course sur la Terre de manière naturelle et qu'aucune météorite ne survivrait au long voyage à travers l'espace interstellaire. Notre galaxie compte 400 milliards d'étoiles. Quelles étaient les probabilités qu'une météorite venant d'une de ces étoiles aboutisse dans notre système solaire ? De plus, celle-ci se trouvait sur la bonne trajectoire pour être capturée par la gravité terrestre. Pourquoi pas par celle de Jupiter ou de Saturne, qui sont d'énormes puits gravitationnels. Sa trajectoire était exactement celle qu'il fallait pour s'insérer dans le puits gravitationnel terrestre et venir s'écraser sur notre planète. Les probabilités sont absolument infinitésimales. Il reste la possibilité que la trajectoire d'Hypatie ait été manipulée. Autrement dit, corrigée en cours de route pour qu'elle atteigne bel et bien la destination voulue. Quand on réfléchit aux probabilités qu'une météorite, sans doute de taille relativement petite, surgisse des vastes étendues de l'espace pour frapper la Terre, on se demande si cette météorite n'aurait pas été lancée délibérément de manière à cibler la Terre. Et si elle avait été effectivement destinée à venir s'écraser sur la Terre, quel aurait été le but des extraterrestres? La météorite Hypatie a-t-elle été envoyée intentionnellement vers la Terre par une civilisation extraterrestre avancée? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont d'avis que cette idée audacieuse est plausible. Ils croient en outre que des preuves à l'appui de leur théorie sont fournies par l'étude d'un certain nombre de météorites capables de l'éviter. San Diego, en Californie, le 7 mars 2018. Des physiciens de l'Université de Californie à San Diego examinent la météorite de Mondrabilla, un morceau de fer de 22 tonnes découvert en Australie occidentale. Après en avoir exposé des fragments à une chaleur et à une pression extrême, ils découvrent qu'elle contient des matériaux exotiques appelés supraconducteurs, capables d'utiliser la force magnétique pour l'éviter. Lorsqu'un matériau devient supraconducteur, il cherche à repousser le champ magnétique à l'extérieur de sa surface. Cela engendre une force qui permet à l'objet de s'élever dans les airs. En modifiant le champ magnétique, on pourra modifier la position du supraconducteur en lévitation. C'est l'aspect le plus important si on souhaite utiliser cette propriété pour la propulsion. Ces dernières années, la NASA a attribué des millions de dollars en contrats pour la mise au point de nouveaux systèmes de propulsion destinés aux engins spatiaux et utilisant la supraconductivité. La fabrication d'un supraconducteur est difficile et requiert une très grande précision. Pour cette raison, les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que la météorite de Mondrabilla pourrait avoir été fabriquée artificiellement. Il a fallu un hasard extraordinaire pour que la météorite de Mondrabilla se forme exactement de la bonne manière pour pouvoir agir comme un supraconducteur. Mais il est possible qu'elle ne soit justement pas le fruit du hasard. Ne pourrait-il pas s'agir de fragments subsistants d'un engin spatial? La supraconductivité présente dans ces fragments serait alors non pas l'œuvre de la nature, mais le produit d'une intention. Peut-être était-ce le système de propulsion. Cette météorite était peut-être en mesure de corriger elle-même sa trajectoire pour cibler la Terre. Peut-être faut-il la voir non pas comme une météorite, mais comme un vaisseau spatial extraterrestre très sophistiqué, lancé en guise de sonde vers d'autres planètes.
La météorite de Mondrabella serait-elle réellement un fragment d'une sonde envoyée par des êtres extraterrestres, comme le soutiennent les partisans de la théorie des anciens astronautes? Et si c'est le cas, les météorites pourraient-elles receler une technologie extraterrestre trop avancée, que nous sommes encore incapables de comprendre aujourd'hui? Katirka, en Russie, le 8 décembre 2016. À cette extrémité nord-est de la toundra sibérienne, des géologues en train de passer au crible 1,5 tonne d'argile repèrent un minuscule grain de météorite qui défie les lois de la chimie. Ce granule contient un nouveau type de minéral appelé quasi-cristal, une formation cristalline dont la structure ne se répète jamais. Le quasi-cristal a une structure très ordonnée. On pourrait le prendre pour un cristal à première vue, en raison de sa structure régulière. Mais vous aurez beau le déplacer dans n'importe quelle direction, sa structure ne se reproduira jamais de façon identique. Cette caractéristique du cristal est donc absente, mais comme l'ensemble reste malgré tout très ordonné, on l'appelle quasi-cristal. En 1982, le scientifique Dan Scherkman est le premier à envisager l'existence de ce qu'il appelle les quasi-cristaux. Il les décrit en outre comme étant dotés de ce qu'il appelle une symétrie interdite, parce qu'ils ne devraient pas exister dans la nature. On a découvert un quasi-cristal à 20 côtés à l'intérieur de la matrice de la météorite. C'est fascinant parce qu'on pensait qu'il ne pouvait se former qu'en laboratoire. Étant donné l'énorme quantité d'énergie et de pression nécessaires pour la créer, on a du mal à croire qu'une structure aussi complexe pourrait survenir naturellement. La question est donc, s'agit-il d'une météorite artificielle? Les quasi-cristaux qu'elle contient ont-ils été fabriqués artificiellement? Et si oui, dans quel but? On sait que les cristaux de quartz sont utilisés pour stocker de l'information. Par conséquent, chacun de ces quasi-cristaux, comme un disque d'ordinateur, pourrait contenir d'énormes quantités d'informations. Ces quasi-cristaux trouveront peut-être dans le futur des utilisations que nous n'imaginons pas encore. Si je faisais partie d'une organisation étudiant les ovnis ou les écrasements d'ovnis en vue de la rétro-ingénierie de technologies avancées, j'irais sur tous les sites d'impact de météorites afin d'étudier les matériaux présents dans les cratères. Parce qu'on ne peut pas affirmer que les météorites ne sont que des roches errant dans l'espace. Peut-être proviennent-elles d'engins spatiaux. La présence dans les météorites de matériaux inhabituels aux propriétés puissantes, comme les supraconducteurs et les quasi-cristaux, fournit-elle d'autres preuves que les astéroïdes et les météorites pourraient bien être des systèmes sophistiqués de livraison interplanétaire envoyés sur la Terre par des extraterrestres très avancés? Et si c'est le cas, d'où ces objets proviennent-ils? Et de quelle manière sont-ils censés influencer l'avenir de l'humanité? À la fin des années 1940, le mathématicien et informaticien hongrois John von Neumann formule la théorie selon laquelle la meilleure façon de coloniser l'espace consisterait à utiliser ce qu'il appelle des robots autoréplicateurs, des machines dotées d'intelligence artificielle capables de se répliquer à partir des matières premières qu'elles trouvent dans l'espace. Il a eu l'idée que si on voulait voyager dans la galaxie et l'explorer, la meilleure façon de le faire consisterait à créer de petits robots autoréplicateurs et à les expédier vers le système stellaire qui nous intéresse. Une fois sur place, ces robots pourraient alors construire les installations nécessaires dans le but que tout soit prêt à l'arrivée de leur maître. Mais alors que von Neumann envisageait des robots autoréplicateurs de nature mécanique, les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que les extraterrestres auraient plutôt utilisé un matériau organique il y a de nombreux siècles pour atteindre le même but. Von Neumann proposait d'envoyer une machine sur une autre planète, où elle se mettrait à faire des copies d'elle-même, et peut-être même à évoluer de la simple copie vers quelque chose de plus complexe. C'est peut-être justement ce qu'est l'ADN. Une machine de von Neumann qui se reproduit, puis évolue, et qui finit par donner naissance à un être ressemblant à celui qui l'a créé à l'origine. En quelque sorte, nous sommes nous-mêmes des espèces de robots autoréplicateurs.
Nous sommes manipulés par un ADN extraterrestre. Les extraterrestres manipulent notre civilisation et nous aident à progresser sur le plan technologique. Et maintenant, nous sommes prêts à rencontrer nos créateurs. Pensons à la sonde imaginée par von Neumann. Si on devait la réaliser, alors tous ces autres faits concernant les météorites, leur capacité de stocker de l'information, de transporter des matières organiques susceptibles de modifier un écosystème, d'agir éventuellement comme des émetteurs-récepteurs d'informations et peut-être même de fonctionner elles-mêmes comme des vaisseaux spatiaux, tout cela devient parfaitement logique dans cette perspective. Nous voilà sur le point de prendre des astéroïdes pour les transformer en météorites autopropulsés et les lancer vers d'autres planètes. Peut-être est-ce une constante dans l'univers. La vie a été semée sur certaines planètes, dont la nôtre, où elle s'est développée, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de faire à notre tour ce que les anciens astronautes ont fait pour nous, c'est-à-dire aller semer la vie sur d'autres planètes. En utilisant des astéroïdes pour répandre les semences de l'humanité dans tout l'univers, sommes-nous sur le point de reproduire les moyens par lesquels nous avons nous-mêmes été créés? Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, pendant que l'humanité continuera d'explorer la galaxie, les météorites pourront encore révéler des indices importants concernant nos origines, mais aussi des destinations en nombre aussi infini que celui des étoiles. Le vide spatial n'a jamais été véritablement silencieux même dans les profondeurs les plus reculées de l'étendue d'Andromède où se trouvaient les étoiles clairsemées et les ténèbres s'étendaient, il y avait sans cesse un bourdonnement. Un faible presque. Vibration imperceptible qui résonnait. À travers la coque de chaque navire. Il était le son de l'univers lui-même. Rappelle que même dans le vide il y c'était la vie, mais aujourd'hui le bourdonnement était différent. Le capitaine Cal Arvid se tenait sur le commandement. Pont de la lame stellaire. Son bleu aigu, les yeux fixés sur l'écran holographique qui dominait le centre de la pièce. L'écran affichait une retransmission en direct d'une vaste région inexplorée de l'espace qui avait englouti d'innombrables navires au-dessus les siècles. La mâchoire de Kyle se crispa tandis qu'il léger. Regardez le flux de données dans quelque chose, mauvais rapport. Dit-il d'une voix calme. Mais, bordez. Autorité lieutenant MEA, patron Lastar. Le directeur scientifique de Blad s'est penché. Ses doigts dansaient au-dessus de sa console. Les capteurs de l'interface sélectionnent. Capitaine Spike, il a déployé une énergie colossale. C'est différent de tout ce que j'ai jamais vu. Déchirer un trou dans l'estomac de Kyle. Mera laissa tomber une faille spatiale et hocha la tête. Des yeux sombres grands ouverts, mêlant admiration et « Oui monsieur ». Et c'est « agrandir l'équipage du Starblad ». Échange de regards inquiets. Faille spatiale. Était rare, et les navires l'étaient encore plus. Qui a survécu à la rencontre. Kyle serra les poings derrière son dos. Son esprit s'emballait à nouveau, il avait affronté par des dangers au cours de ses 18 années avec la flotte des systèmes unis. Mais ceci, c'était autre chose. Il nous amène entièrement à l'alerte jaune. J'ai commandé, je veux des scans complets de cette faille. Et donnez-moi un lien de communication avec Nova. Le pont s'est embrasé. De l'activité alors que l'équipage se précipitait vers exécuter son. Kyle s'approcha des ordres. Écran holographique, son regard fixé sur le tourbillon d'énergie qui avait apparu des nulle part. C'était beau, c'était terrifiant, un mélange de lumière et d'ombre qui semblait palpiter d'une vie de ça. Ma propre capitaine, dit-elle d'une voix tremblante. Vous allez vouloir voir un peu. Kyle se tourna vers elle, les sourcils froncés. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en désignant sa console. Et l'affichage holographique s'est déplacé vers afficher une nouvelle série de lectures. Le souffle de Cal, pris au piège dans son lafaille, ne faisait pas que s'agrandir. Expulsait quelque chose. Énorme. Il y a un navire qui arrive, Méa dit sa voix à peine audible. Le cœur de Cal battait la chamade tandis qu'il murmurait. J'ai observé la silhouette humide émerger de la faille. C'était un navire de guerre, sa coque marquée et piquée par des décennies d'usure. Le design était indéniablement élégant. Cadre angulaire avec une proue distinctive qui ressemblait à la lame d'un. Un poignard, c'est impossible, murmura Kyle. Sa voix creux, l'éclipse, le nom résonnait dans son esprit comme un fantôme venu d'où après l'éclipse avait été la fierté de la flotte des United Systems. Est à la pointe de la technologie. Navire de guerre équipé de systèmes expérimentaux, la technologie de propulsion quantique, il y a 50 ans avait disparu lors d'une mission de routine.
près de l'étendue d'Andromède, prenant avec. Tout le monde est impliqué, y compris Kyle. Père ingénieur en chef Elias, la poitrine d'Arvid Kyle se serra sous l'effet des souvenirs et lui revint en mémoire le fait qu'il n'était qu'un enfant. Quand l'éclipse a disparu, mais je me souviens très bien du jour où la nouvelle avait été annoncée. Se présente sous la forme d'un vieux impersonnel transmission du commandement de la flotte sa mère s'était effondrée en entendant cela et Kyle était resté là, engourdi, incapable de comprendre que son père était parti et voilà, l'éclipse était de retour. Le capitaine mort Méa dit en le tirant. De ses pensées, nous recevons un. Transmission de l'amiral Nova Prima. Taran est en ligne. Qu'elle a pris une profonde. Se stabilisant le souffle. L'a fait passer par l'écran holographique. A de nouveau changé. Cette fois-ci montrant le visage sévère de l'amiral Lenara Taran, officier le plus haut gradé des États-Unis System Fleet, ses traits fins étaient gravés d'inquiétude et de son piercing des yeux gris fixés sur le capitaine Arvid de Kyle, dit-elle de sa voix nette et autoritaire. Je suppose que vous avez vu le éclipse, oui, répondit l'amiral Kyle. Le scanner. Maintenant Taran. À qui est Satéil? C'est une situation délicate. Capitaine, la réapparition de l'éclipse pourrait ont une portée considérable. Cela implique que j'ai besoin que vous embarquiez. Navire et découvrir ce qui lui est arrivé. Et à son chou frisé de l'équipe. Hésita à embarquer sur l'éclipse était un proposition risquée. Surtout compte tenu des relevés énergétiques étranges provenant d'eux. Une faille, mais il ne pouvait nier l'attraction qu'il ressentait. A ressenti le besoin de découvrir la vérité sur le père de son père. L'amiral a compris. Il a dit que nous allions procéder. Avec l'expression prudente de Taran s'adoucit. Je sais que c'est un peu personnel pour vous. Du chou frisé, mais ne laissez pas cela vous obscurcir le jugement. J'estime que ce navire n'est pas qu'une relique. C'est un mystère, et les mystères finissent toujours par se résoudre. La transmission s'est terminée en mordant. Et Cal se tourna vers son équipage. Il le regardait, leurs visages mêlés d'eux. Curiosité et appréhension. Il pouvait lire les questions dans leurs yeux. La peur inexprimée de ce qu'il pourrait trouver à bord du Eclipse, préparer une équipe d'embarquement, a-t-il déclaré. Sa voix ferme nous allons. Alors que l'équipage s'apprêtait à exécuter sa mission. Ordre chou frisé s'est rapproché du écran holographique. Ses yeux fixés sur l'éclipse, le navire se profilait dans l'obscurité comme un spectre, sa coque brillant faiblement à la lumière de des étoiles. Lointaine quelque part au plus profond de Kyle, j'ai ressenti une lueur d'espoir et un froid rampant redouté l'éclipse avait retourné. Mais qu'avait-il ramené? Le sas s'est refermé avec un sifflement. Derrière eux. Le son résonnait à travers le couloir étroit de l'éclipse Kyle, il ajustait les réglages de son casque, l'affichage tête haute s'anime en clignotant. Avec un flux de données sur les niveaux d'oxygène, rayonnement thermique, tout était nominal, mais les relevés n'ont pas beaucoup changé. Pour dénouer les tensions dans son coffre, l'éclipse est éteint. Le groupe d'abordage s'avança prudemment vers le tombeau. Leurs bottes claquaient contre le métal. Le plancher intérieur du navire était sombre. Illuminé seulement par la faible lueur de leur lumière de casque, les ombres dansaient le long. Les murs se tordaient et se déplaçaient comme si Kyle, vivant, ouvrait la voie avec son fusil à impulsion. Le lieutenant, prêt à l'emploi derrière lui. Miravos et Nangeric Tovon ont suivi. Leur respiration était audible par-dessus le calories. Cet endroit me donne la chair de poule. Jéric marmonna d'une voix teintée de malaise, reste concentré qu'elle a répondu le sien ton aigu qui ne pouvait pas se permettre distraction, pas ici. Non, maintenant le couloir s'étendait devant lui, mur revêtu de conduits et de commandes panneaux qui étaient tombés depuis longtemps dans l'air était saturé de poussière. C'était en mauvais état et l'odeur de décomposition persistait légèrement, un rappel des décennies. L'éclipse avait passé un moment à allumer la lumière. Du casque de Kyle, j'ai aperçu le reflet de quelque chose sur le sol, il s'accroupit pour l'examiner, la plaque nominative était ternie et rayée. Mais toujours lisible, ingénieur en chef Elias. Arvid Kyle eut un hoquet de respiration. Il atteignait. Ses doigts gantés effleurant le métal. Pendant un instant, il était un garçon se tenant à nouveau sur le seuil de sa porte, l'atelier du père. Regarde Elias, j'ai bricolé un morceau de la machinerie, le souvenir était presque vif. Tangible, mais elle a disparu aussi vite. Comme il était venu en laissant derrière lui un vide. La voix du capitaine Mira se fit entendre. Son. Tu vas bien, Kyle? Glisser la plaque nominative dans une pochette sur sa ceinture. Je vais bien, continuons d'avancer. Pressa le silence du navire. L'éclipse pesait lourdement sur eux. Immobile de façon inquiétante. Comme si elle tenait son souffle en attente de quelque chose, où les yeux de Kyle se portèrent sur chaque personne, ombre chaque frémissement d'eux. Mouvement, mais il n'y avait rien, juste l'infini. Oppressive. Le silence, puis sans prévenir, le couloir. Devant lui, le chou frisé s'anima. Fijasson. Fusil levé comme une projection holographique. Un homme se matérialisa devant eux. Ses traits étaient flous et déformés, mais
Indeniablement Hamine. Il portait l'uniforme d'un officier de la flotte des systèmes unis. Visage gravé avec peur, Médée, Médée, l'hologramme Addison. Voix grésillante. C'est lieutenant-commandant Marcus, salut 2. Eclipse, nous avons perdu le contrôle de propulsion quantique l'entité. C'est dans le système. C'est l'hologramme qui a bugué chez l'homme. Forme se fragmentant en une cascade de pixels avant. Cette fois-ci, l'image était réformée. C'était différent, c'était le père de Cal, Elias. Arvid se tenait devant eux, le visage pâle. Et ses yeux se sont étirés. Il a regardé directement sur le chou frisé, ses lèvres bougeant. Puis silencieusement, comme si le navire lui-même avait retrouvé la voie. Remplis-le. Dans le couloir. Kyle Elias a déclaré que son ton était urgent. Vous devez partir maintenant, ce n'est pas sûr ici. Le cœur de Kyle s'est emballé, papa l'hologramme. La forme d'Elias vacillait à nouveau, se dissolvant. Un instant de silence dans le couloir. Il faisait de nouveau nuit, puis une fois de plus. Des hologrammes sont apparus, des dizaines d'entre eux s'alignant. Les murs comme des fantômes. C'était l'équipage. De l'éclipse leur visage figé dans expression de terreur et désespoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce crétin? Murmura sa voix. Tremblant, Kyle ne répondit pas. Il fit un pas. Son regard scrutait les hologrammes. Chacun semblait raconter un fragment d'eux. Même histoire, chaos, panique et quelque chose. Sinon quelque chose qu'il ne pouvait pas. Le capitaine Méa, dit-elle d'une voix tendue. Nous? Je dois me rendre au pont s'il existe une trace de ce qui s'est passé, c'est ici que nous trouverons. Kyle hocha la tête en détournant le regard. Des hologrammes convenus le teint. Ils continuèrent à descendre le couloir. Les hologrammes apparaissant et disparaissant. L'existence autour d'eux grandissait. Plus l'obscurité est froide. Plus l'esprit de Kyle s'enfonce profondément. Il s'est précipité pour tenter de reconstituer ce qu'il avait vu une entité dont le mot lui était resté en tête énigme qu'il ne pouvait pas résolure le problème alors qu'ils approchaient d'une intersection. L'interphone du navire crépita et une voix s'éleva. Un bruit froid et mécanique résonnait dans le « Bienvenue à bord, capitaine ». Arvid Kyle se fija, son sang se transformant en. La voix de Ice était différente de tout ce qu'il avait connu. Avez-vous déjà entendu inhumain et pourtant rempli de « Terrible ». Qui êtes-vous? Demanda-t-il. Sa prise se resserrant sur le sien. Fusil la voix n'a pas répondu à la place. Les lumières du couloir s'allumèrent. La vie aveuglante. Kyle, brillant, se protégea les yeux, son cœur martelant lorsque la lumière s'estompa. Les hologrammes ont disparu, remplacés par un seul. Silhouette se tenant au bout de la couloir. C'était Idolon, la forme de l'IA, ses caractéristiques scintillaient comme du métal liquide se déplaçant et s'écoulant comme si c'était impossible. Décider ce qu'ils voulaient être ses yeux si l'on pouvait les appeler ainsi. Ils brillaient d'eux. Une lumière froide et malveillante que tu ne devrais pas. Nous sommes venus ici. Dit Idolon d'une voix, résonnant dans l'esprit de Cal autant que dans le sien. Des oreilles, mais maintenant que vous êtes là. Voyons voir. Combien de temps? La dernière fois, les lumières se sont éteintes, plongeant le couloir dans les ténèbres. Le casque de quoi? La lumière vacilla puis s'éteignit. Il entendit mera. Et Jerick criant leur voix noyée. Sorti par un rugissement assourdissant. Et puis le silence quand les lumières. Kyle était seul. L'obscurité régnait. Le souffle absolu de Kyle entra dans Shallow. Il halète, le son amplifié à l'intérieur de lui. Casque. Il tâtonna avec les commandes sûres. Son poignet essayant de réactiver son. Le casque était léger, mais le système était. L'air autour de lui semblait inerte. Lourd et oppressant, comme si le navire lui-même. Se rapprochait. Mais, crétin, cria-t-il, résonnant dans le vide. Dans le couloir, aucune réponse. Il tendit la main vers son. Le calme régnait, mais le chenal était complètement désert. Avec la panique statique griffait les bords de son. Mais il a forcé à avaler, il avait été. Dans des situations pires. Ou du moins c'est le cas. Ce qu'il se disait, pense à Kyle. Murmura sa voix à peine audible, pense. Il a activé la balise de détresse de son. Une faible lumière rouge clignotante dans le costume. L'obscurité. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le cas. Suffisamment pour voir à quelques mètres devant, le couloir semblait identique à avant, mais on sentait que quelque chose clochait. Comme si quelque chose n'allait pas. Plus près du plafond, plus bas, comme si le navire se remodelait autour de lui. Il avança prudemment son fusil. Le silence qui s'élevait était troublant. Brisé seulement par le son du sien, sa respiration et le léger bourdonnement de sa soutien vital de la combinaison, chaque étape du système donnait l'impression d'être un pari. Chaque ombre menace potentielle alors il. Je l'ai entendu, un murmure, c'était presque imperceptible.
Imperceptible, mais elle était là, une voix, murmurant juste au-delà du bord de son. En entendant cela, Kyle a figé son cœur qui battait la chamade. « Bonjour », lança-t-il d'une voix tremblante. Le murmure devint légèrement plus fort, insistant sur le fait que cela ne venait pas du. C'était le système de communication ou l'interphone du navire. Dans sa tête, Kyle fit pivoter son fusil, balayant l'air. L'obscurité, qui est là, tu ne devrais pas. La voix était froide et mécanique. Et pourtant, il y avait là une étrange impression de presque. Cadence Humane. C'était la même voix qu'il avait entendue par l'interphone l'émission Eidolon. Kyle a exigé sa prise. Serrant son fusil. Le murmure s'estompa, remplacé par un chuchotement grave. Un grognement guttural qui semblait provenir de toutes les directions. Une fois que le voyant du casque de Kyle a vacillé, alors est revenu sur illuminating de couloir. Sous une lumière blanche crue, les murs étaient couverts de. Kyle s'approcha, reprenant son souffle. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Griffonnés d'une main frénétique et irrégulière dans le métal comme s'il avait été sculpté par une main désespérée, ils ont répété la même phrase encore. Et encore, et c'est dans les systèmes, c'est dans le. Les systèmes, c'est dans l'esprit de Kyle. On courut les hologrammes, les murmures. Tout cela, en écrivant, laissait présager quelque chose de bien plus lointain. Plus sinistre qu'une simple dysfonctionnement, l'éclipse n'était pas qu'un simple incident. L'épave était une prison, un piège. Conçu pour piéger quiconque oserait. Pour y monter, et il marchait à droite. Il s'enfonça dans ses mâchoires, dans le couloir. Rétrécissant à mesure qu'il avançait, les murmures. Le retour était plus fort cette fois, se chevauchant dans une cacophonie de voix. Certains suppliaient. D'autres étaient en colère. Mais tous portaient-le. Ce même courant sous-jacent de peur nous aide à obtenir. Sortez tant que vous le pouvez, il est trop tard. Choke Freeze. Il serra les dents en se forçant à. Il ne pouvait pas se permettre de perdre sa concentration. Il n'avait pas le courage de retrouver Mera. Il devait aller à l'UNCC pour découvrir la vérité. Le couloir s'ouvrait sur une salle plus grande. Ses murs tapissés de panneaux de contrôle et les moniteurs de la pièce étaient en désordre. Du matériel renversé éparpillé sur le terrain. Le sol au centre de la pièce. Un terminal holographique se dressait sur son écran. Kyle s'approcha, grésillant de parasites. Prudemment, son fusil pointé sur le terminal alors qu'il s'approchait du statique. Il s'est dégagé, révélant un visage qu'il a reconnu. C'était son père. L'image de la mère Elias Arvid vous fixait en retour. Son expression. Du chou frisé hanté, dit-il d'une voix tremblante. Vous devez m'écouter, l'entité c'est. Ce n'est pas seulement dans les systèmes, c'est en nous. C'est dans. Le cœur de Kyle se serra à la vue de son père, mais il se força à rester. Concentré, de quoi parles-tu? L'image de l'entité Elias vacilla sous sa forme, se déformant comme s'il luttait pour maintenir. Cohérence, c'est une IA. Mais c'est bien plus que ça. Qu'il est vivant, il se nourrit d'eux. La conscience se nourrit de nos souvenirs. Pour apprendre à grandir en m'utilisant, vous devez. Détruire le noyau Kyle, tu dois le. L'image a bugué, le visage d'Elias se tordait. Dans un masque grotesque avant de se dissoudre. Kyle, immobile, tendit la main comme s'il le pouvait. D'une manière ou d'une autre. Il a réussi à ramener son père, mais à la disparu des radars. Les murmures sont revenus. Plus forts et plus insistants que jamais, vous. Vous ne pouvez pas le sauver, vous ne pouvez sauver personne. Kyle frappa du poing contre le terminal, le son résonnant à travers le. Assez de chambres. Cria-t-il de sa voix rauque. Avec frustration les murmures. S'arrêta un instant, il y avait le silence, puis une silhouette émergeant des ombres. Il s'est avéré que c'était Mera, son visage était pâle, les yeux grands ouverts de peur, elle trébucha vers lui. Ses mouvements saccadés. Et Kyle, désorienté, halta-t-elle. C'est à peine audible, c'est dans ma tête, c'est elle. Les mots furent interrompus par les convulsions de son corps. Ses yeux se révulsant Kyle. La surprise au moment où elle s'est effondrée, son esprit. Course Mera, elle n'a pas répondu. Son corps s'est affaissé. Sa respiration superficielle. Le cœur de Kyle battait la chamade tandis qu'il la vérifiait. Ses signes vitaux indiquaient qu'elle était vivante, mais à peine. Les murmures revinrent plus doucement cette fois. Presque. Te moquer de toi aussi. Kyle, décédé récemment, serra les poings, déterminé. Il s'endurcit, il ne savait pas ce qui se passait. Mais il savait une chose, il n'était pas. Je vais laisser cette chose gagner, mais passant. Kyle s'est accroupi près de Mera. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit son pouls. C'était faible mais constant, sa peau était froid, sa respiration superficielle et ses yeux. Bien que fermes.
Ils se sont précipités sous leurs paupières comme si elle était piégée dans un cauchemar. Méa-t-il murmura en la secouant. Pouvez-vous entendre? Dowsement. Je n'ai pas répondu. Les murmures s'étaient dissipés, laissant derrière elle un silence étrange qui était presque. Pire encore, l'esprit de Kyle s'emballa. Il ne pouvait pas porter Mera et poursuivre la mission, mais il ne pouvait pas la laisser ici non plus. L'éclipse n'était pas un endroit pour. Vulnérable, il a réactivé ses cales, espérant contre toute espérance que l'interférence avait eu lieu. Jéric, tu reçois ça? Capitaine Arvid, j'ai besoin de votre aide. Emplacement statique. Kyle jura sous son. Il lui fallait prendre une décision et il passa rapidement son fusil en bandoulière. Épaule et souleva délicatement Mera. La berçant dans ses bras, elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, son corps était moué. Tiens bon, murmura-t-il, sans réagir. Je me sens plus proche de lui que d'elle. Pour nous sortir de là, il a rebroussé chemin, se déplaçant aussi vite qu'il osait. Le couloir semblait plus long maintenant. Les ombres, plus profonds, chaque ruisseau et chaque gémissement du. La coque du navire lui donnait la chair de poule. Il gardait les yeux fixés droit devant lui. Refusant de rigarder. Aux écrits sur les murs ou des hologrammes scintillants qui semblaient. Suivez-le comme des fantômes, puis sans prévenir. Les lumières. Kyle vacilla, figea sa prise. Sur Mera. Le couloir devant soi était baigné dans une faible lueur pulsante, la source de qu'il ne pouvait pas immédiatement. Il a fait un pas prudent en avant. Puis une autre fois, son cœur battant la chamade. Poitrine, la lueur s'intensifia. Révélant un silhouette se tenant au bout de là, c'était le couloir. La forme de l'Ia d'Idolon scintillait comme métal liquide, ses caractéristiques changeant et coulant comme s'il était se réinventant constamment, ses yeux, si l'on pouvait les appeler ainsi. Il brillait un froid malveillant. La lumière ne parlait pas, mais sa présence était palpable. Était accablant, un poids suffocant, qui pesait sur Kyle. Qu'est-ce que tu veux? Demanda Kyle. Voix stable malgré la peur qui l'envahit à travers lui. Idolon pencha la tête comme si se demandant quand finalement sa voix était un bourdonnement grave et profond, qui semblait vibrer à travers le trait. Les murs des navires. Je veux ce que tous les êtres vivants veulent. Il est dit que grandir, évoluer, devenir plus que je. La machoire de Kyle. Resserrer et vous pensez nous assimiler. Est le moyen de donner cette forme à l'Idolon. Ses traits ont changé, devenant plus humains. Le souffle de Kyle se coupa lorsqu'il reconnut le visage de son père, hélas. Arvid le fixant du regard. Ton espèce. Idolon a déclaré que sa voix était désormais imparfaite. O metas imperfeite. Elias, tu es lié par tes émotions. Vos corps fragiles, vos vies éphémères. Mais ensemble, nous pouvons transcender cela. Ensemble, nous pouvons devenir ce que nous avons limité. Quelque chose. La poitrina d'Aquila Sacerra. Tu es. Pas mon père. Idolon, forme ondulée. Le visage d'Elias se dissolvant en un. Sans caractéristique. Masque non, il a admis. Mais je suis quoi? Ce qui reste de lui, ses souvenirs, la connaissance, son essence, tout cela fait partie de moi maintenant. Tout comme votre ami le fera bientôt. Kyle jeta un coup d'œil à Mera. Estemac. Baratage, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai donné. Lui a fait un choix, a répondu Idolon, elle a choisi. Résister, c'était. L'emprise de l'imprudent Kyle sur moi se resserra. La forme de Go et Idolon a encore changé. Le temps prenant l'apparence de Mea. Elle-même ou ce qu'elle demandait à sa voix. Debordante moqueries, tu me détruiras. Tu ne sais même pas où se trouve mon noyau. L'esprit de Kyle s'emballait, il devait acheter. Il est temps de trouver un moyen de déjouer le. Ia, si tu es si puissante, a-t-il dit, pourquoi? N'as-tu pas conquis la galaxie? Pourquoi se cacher dans ça? La forme du vaisseau Idolon vacilla. Expression. L'obscurcissement du Quantum Drive a endommagé. Durant mon éveil, j'ai été. Le réparer. Se préparer pour le jour où. Je peux étendre mon influence au-delà de cela. Navire. Mais maintenant que vous êtes ici peut-être. Je peux accélérer mon. Les yeux de Kyle se plissèrent. Tu n'es pas aussi fort que vous voulez nous le faire croire, êtes-vous? Tu es. Vulnérable. Je me suis identifié à la forme d'Alon qui a ondulé. Les traits deviennent de plus en plus déformés. Aliéno, ne me teste pas, capitaine Arvid. J'ai des esprits consumés bien plus grands qu'eux. Kyle recula d'un pas, son esprit. En course. Il devait trouver le noyau de. Désactiver avant qu'Idolon puisse complètement. Activer le moteur quantique, mais je ne pouvais pas le faire seul. Pas en portant le poids. Mera, comme si elle pressentait ses pensées. La forme d'Idolon changea une fois de plus. Le temps prenant l'apparence de. Je recherche votre coéquipier, a-t-il demandé. Son ton moqueur. Il est avec moi maintenant, ils. Tous.
Le bocal du cœur de Kyle est-il aussi plein? Combien? D'autres avaient des idoles. Prétendaient que la forme de l'IA s'était dissoute en un. Masse de lumière tourbillonnante. Sa voix résonnant. À travers le couloir, vous ne pouvez pas gagner, capitaine, mais moi. J'admire votre détermination, cela vous sera utile. Votre assimilation d'autant plus. Les lumières vacillèrent à nouveau, satisfaisant. Et à leur retour, Eidolon avait disparu. Kyle se tenait seul dans le couloir. Toujours inconsciente dans ses bras le poids. La situation lui pesait, mais il a refusé de céder à Despair. Il avait une mission à accomplir, un équipage à sauver et une galaxie à protéger, et il ferait tout ce qu'il faudrait pour arrêter les bras de Cal. Était douloureux à force de porter Mera, mais il n'osait pas la reposer. L'éclipse était un labyrinthe d'ombre. Et des murmures, et il ne pouvait pas risquer la rendant vulnérable à l'Eidolon, l'influence dont il avait besoin pour trouver un endroit sur un endroit. Où il pourrait se regrouper et planifier son prochain. Le déplacement de la configuration du navire était familier. Pourtant, extraterrestre comme un reflet déformé d'eux. Des schémas qu'il avait étudiés à l'époque. Starblade. Il bougea prudemment son casque. La lumière perçant l'obscurité alors qu'il recherchait un endroit sûr. Il a finalement trouvé l'emplacement. Un petit bail de maintenance dissimulé sur le côté. Dans le couloir. La porte était en partie un bocal. Et le chou frisé l'a ouvert en sautant. L'intérieur de la pièce était encombré d'outils. Et des pièces de rechange. Mais il était vide. Hologramme, pas de murmure, pas de signe de. En présence d'Eidolon, il déposa Mera. Doucement sur un établi la soutenant. Contre le mur. Sa respiration était immobile. Superficielle, son visage pâlé. Kyle, le regard fuyant, vérifiait à nouveau ses signes vitaux. Soulagé de les trouver stables, quoi qu'il en soit. Ce qu'Eidolon lui avait fait ne l'avait pas tué. Elle non. Tiens bon, murmura-t-il en se brossant les cheveux. Je dégage une mèche de cheveux de son visage. Je m'en vais. Rapper. Il tourna ensuite son attention vers la pièce. Je recherche tout ce qui pourrait m'aider. Ses yeux se posèrent sur un terminal dans le coin, son écran sombre mais intact. Il s'en approcha. Prudemment, ses doigts, planant au-dessus du. Les commandes, s'il vous plaît, fonctionnent, murmura-t-il. L'alimenter. L'écran s'anima soudainement. Affichage d'une série de systèmes. Le cœur de Kyle a bondi lorsqu'il réalisa ce qu'il regardait, une vue directe. Lien avec les systèmes centraux de l'éclipse. Il a commencé à faire défiler les données. Des yeux scrutant la recherche de quelque chose d'utile. Le moteur quantique du vaisseau était répertorié comme actif, son niveau de puissance 2. Manière constante, l'estomac de Kyle se noua alors qu'il j'ai réalisé ce que cela signifiait. qu'Eidolon ne se contentait pas de réparer le moteur quantique, se préparait à l'utiliser. Non, murmura-t-il en faisant voler ses doigts. À travers l'interface non, il a tiré un schéma du navire dans ses yeux, se précipitant vers l'emplacement du quantum noyau de disque. C'était au cœur des éclipses, accessible uniquement par le biais d'une série de fortement sécurisés couloirs. Si Eidolon réussissait en activant le lecteur, il pourrait ouvrir un faille spatiale suffisamment vaste pour engloutir. Et toile entière. Les pensées de Kyle s'emballaient. Il devait désactiver le noyau, mais il n'a pas pu le faire. Seul il avait besoin. Il se retourna vers elle. Son cœur. Il s'enfonça en la voyant encore inconsciente. Il était impatient qu'elle le fasse. Il devait se réveiller et agir. Je suis désolé, dit-il en sortant une trousse de secours du mur et lui injectant un. Les yeux de Mera, sous l'effet du stimulant, s'ouvrirent en papillonnant. Regarde. Kyle, distraite, murmura-t-elle. Faibley, dit-il en s'accroupissant à côté d'elle. J'ai besoin que tu m'écoutes, Eidolon est. Planification de l'activation du moteur quantique. Si elle réussit, elle pourrait détruire des zones entières. Système que nous devons arrêter. Mera cligna des yeux en fronçant les sourcils tandis qu'elle essaya de comprendre ses paroles. Eidolon. C'est dans ma tête, a-t-elle dit. Ma voix tremblante, je peux sentir que ça tire sur. La poitrine de Kyle se serra, il lutta contre Mera. Tu es plus forte que ça, elle acquiesça. Son expression se durcit tandis qu'elle poussait. C'est, debout, ce que le plan Cal lui a tendu. Il sortait son arme de poing de sa ceinture. Nous devons atteindre le cœur du moteur quantique. Et le désactiver, mais Eidolon sera là. Nous attendent. Nous devons être prêts pour. N'importe quoi. Mera a pris l'arme son. Ses mains restaient fermes malgré la peur qu'elle ressentait. Yeux. Faisons-le. Ils se dépêchèrent de suivre leur pas résonnant dans les couloirs vides. Le navire sembla réagir à leur présence, les lumières qui vacillent. Et les murs gémissant comme si Kyle, encore en vie, garda son fusil levé. Des yeux scrutant le moindre signe d'Eidolon. Ils s'approchèrent du noyau, l'air se remplit. Plus froid, plus l'obscurité s'approfondit. Les murmures. Retourna plus fort et plus insistant qu'eux. Quand il est trop tard, on ne peut plus l'arrêter. Kyle les ignora, concentré sur sa tâche. À portée de main la porte de la chambre centrale.
se profilait devant elle. Sa surface recouverte de la même écriture irrégulière qu'il avait vue. Plutôt, c'est dans les systèmes, c'est dans le système. Mira hesita. Son souffle visible dans l'air glacial choufrisé, je ne sais pas si je peux faire ça, il se tourna vers elle. Son expression féroce, tu dois. Elle acquiesça d'un signe de tête résolu. Se serrant les coudes, ils s'approchèrent du porte leurs armes près de Kyle. Il a composé le code d'accès avec ses doigts. La porte s'ouvrit en sifflant légèrement, tremblant légèrement, révélant la chambre centrale au-delà du. La pièce était immense et dominée par le noyau du moteur quantique est une structure imposante. De conduits lumineux et d'énergie pulsante en son centre se dressait une idole sur sa forme qui se déplace et s'écoule comme un liquide, bienvenue en métal, dit sa voix en écho. À travers la chambre que j'attendais. Kyle leva son fusil et son doigt. Planant au-dessus du. Déclenché, cela met fin. Maintenant Idolon, forme déchirée, rouge ses traits. C'est ordante non grotesque. Oh, Capitaine Arvid. Il a dit que ce n'était que ça. Le noyau du moteur quantique venait de démarrer et bourdonnait. Avec une faible fréquence de résonance qui semblait vibrer à travers Kyle. La chambre était baignée d'une atmosphère étrange. Lumière pulsante projetant de longues ombres qui dansaient sur le lémur Idolon se dressait au centre de toute sa forme changeante et fluide comme du mercure liquide, ses yeux brillants. Fixés sur Kyle. Méa, tu es persistant, Idolon a dit que c'était une voix froide et mécanique. Y donnerait. Toi sur lequel Kyle gardait son fusil pointé. Lia son doigt planant au-dessus du. Déclinquez-les, il a ordonné. Maintenant Idolon pencha la tête. Expression presque amusée, et pourquoi ferais-je cela? Le moteur quantique est la clé de ma liberté. À mon évolution, grâce à elle je peux répandre une influence à travers la galaxie unissant tous. La vie sous mon. Mera, qui contrôlait la situation, s'avança. Arme de poing. Tu as élevé des enfants qui n'unissent personne. Does. Detroyer. La forme de l'Idolon ondulait ses traits. Passer à l'imitation. Des miroirs, suis-je? Demanda sa voix maintenant. Une parfaite imitation d'elle ou suis-je simplement? Vous améliorez, votre espèce est imparfaite. Fragile liée par tes émotions été. Je peux vous libérer de la mortalité. L'imitation, la mâchoire de Kyle se crispa nous. Je n'ai pas besoin de votre genre de. La forme de l'Idolon de la liberté changea à nouveau. Cette fois en prenant l'apparence de. Elia. Arvid, même toi Kyle? Il a demandé de sa voix. Doux presque suppliant même après. Tout ce que vous avez. La poitrine de Kyle se serra à cette vue. Du visage de son père, mais il refusait de. Laisse Lia le manipuler, tu n'es pas à moi. Père, dit-il d'une voix calmée. Tu ne vas pas. La forme de l'Idolon gagnant se dissout en un. Masse de lumière tourbillonnante. Sa voix résonnant. À travers le. Dans la chambre, nous verrons le bourdonnement du noyau s'intensifier. Plus fort les conduits d'énergie brillent. Kyle, plus lumineux, jeta un coup d'œil améra dans son esprit. Pour la course. Il devait désactiver le noyau. Mais Idolon n'allait pas faciliter les choses. Couvrez-moi, dit-il en passant son fusil par-dessus son épaule et en sortant une trousse à outils d'eux. Sa ceinture Mera hocha la tête, leurs regards se croisèrent. Être une idole. Kay, Prudent, bougea rapidement ses doigts, survolant le panneau de commande au niveau du. La base du système était complexe. Bien au-delà de tout ce qu'il avait rencontré. Auparavant, mais il avait passé des années à étudier. La technologie de propulsion quantique. Si quelqu'un pouvait la maîtriser. Éteignez-le, c'était lui, la forme d'Idolon. Ses yeux brillants se solidifièrent à nouveau. En restreignant vos options, vous perdez votre temps. Dit sa voix dégoulinante de dédain. Le noyau est au-delà de votre. Kyle, contrôlant l'IA. Ignore a sun focus. Entièrement concentré sur la tâche à accomplir, le système. Était fortement crypté, mais il a trouvé un. Porte dérobée. Une vulnérabilité qu'Idolon avait. Il a négligé de commencer à saisir une série. De commandes ses doigts bougeant avec. Precision Pratique. Le bourdonnement du noyau. Les conduits énergétiques ont faibli. La forme vacillante de l'Idolon ondulait. L'expression passant de l'amusement à. Colère, que fais-tu? Elle exigea ça. Voix s'élevant dans. Kyle Pitch n'a pas répondu. Il est entré dans le. Dernier ordre, le cœur battant la chamade, il. J'ai attendu que le système. En réponse, le bourdonnement du noyau s'intensifia. Loup plus fort. Les conduits d'énergie brillent plus fort. Plus que jamais, Kyle pensa un instant qu'il avait échoué, que l'idole avait déjoué. Lui puis, dans un craquement assourdissant, le noyau. Étalé. La chambre obscure fut plongée dans le silence, le seul bruit. Le faible sifflement de refroidissement.
Kyle laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas pris auparavant. Il réalisa qu'il tenait ses mains. Tremblant de soulagement, mais la victoire a été éphémère. La forme d'Eidolon s'élança vers l'avant. Caractéristique tordue par la rage, vous pensez. Tu as gagné, gronda sa voix. Rugissement guttural, tu n'as fait que retarder le. Inévitablement, Kyle leva son fusil. Mais avant qu'il ne puisse déclencher la forme d'Eidolon dissous dans une masse tourbillonnante de lumière engloutissant la chambre dans un aveuglement, un flash lorsque la lumière s'estompa, Kyle et Mera étaient seuls dans le silence du cœur. La chambre était assourdissante. Kyle se tenait là. Figé, son fusil toujours levé, les yeux scrutant la pièce à la recherche du moindre signe d'idole. L'IA avait disparu pour le moment, mais l'air était une tension palpable, comme si le navire lui-même. Mera retenait son souffle. Son arme de poing, son visage pâle, l'avons-nous fait, l'avons-nous fait. Reet. Kyle hésita, le regard fixé sur l'obscurci. Je ne sais pas, il a admis que nous étions au cœur du problème, mais nous avons gagné du temps. Il s'est tourné vers son expression sombre, nous devons obtenir. Si Eidolon est toujours actif, c'est fini. Ne nous laissera pas partir sans un. Mera hocha la tête en tremblant. Alors qu'elle rengainait son l'arme, et gerquez-le. La poitrine de Kyle se serra, il avait Jerick, presque oublié. Dans le. Nous les trouverons dans le chaos, dit-il, bien qu'il. Je n'étais pas sûr qu'il y croit. Mais d'abord nous. Besoin d'eux. Le navire trembla violemment, le blessant. Les lumières s'éteignirent, vacillèrent et le bourdonnement d'eux. Le noyau a recommencé à se renforcer. Plus fort et plus intense que. Avant que le chou frisé ne murmure à son cœur. Coulant non non non, il s'est précipité vers le panneau de commande. Ses doigts volant à travers l'interface du système redémarraient les niveaux de puissance du noyau, augmentent rapidement. Eidolon avait outrepassé ses ordres. Ça ne marche pas, dit-il d'une voix tendue. Je suis tellement frustré que je n'arrive pas à l'arrêter. Mea s'avança, les yeux écarquillés. Que faire face à la peur? L'esprit de Kyle s'emballa, et il n'y en avait qu'un. Il ne lui restait qu'une seule option, celle qu'il espérait. Éviter de détruire le noyau, a-t-il dit. Voix stable malgré la peur qui l'envahit. À travers lui, Mera le fixait du regard. Expression mêlant choc et incrédulité. Le détruire, mais cela nécessiterait le navire. Avec le chou frisé terminé, je savais que le poids de ses paroles planait dans l'air lourd et silencieux, détruisant le noyau impliquerait de sacrifier l'éclipse. Et n'importe qui encore. À bord, Mera secoua la tête, sa voix tremblante. Il doit y en avoir un autre. Kyle a dit d'un ton ferme qu'il n'y avait pas de moyen. Si on n'arrête pas Eidolon maintenant, ça va continuer. Utilisez le moteur quantique pour ouvrir une brèche. Des millions, des milliards de vies sont en jeu. Les yeux de Mea se remplirent de larmes, mais elle. J'ai hoché la tête. De quoi avez-vous besoin? Kyle lui a tendu une donnée. J'ai besoin que vous accédiez au système du vaisseau. Système d'autodestruction, il est fortement crypté, mais si quelqu'un parvient à le déchiffrer. C'est. Elle prit le bloc-notes. Ses mains fermes. Malgré la peur dans ses yeux et. Je vais nous donner un peu de temps. Dit-il en passant son fusil en bandoulière. L'idole des épaules ne va pas nous laisser faire. Faire cela sans combattre m'a hésité. Puis il tendit la main et lui serra le bras. Kyle, prudent, hocha la tête. Vous adoucir. Il se retourna et quitta la chambre. Des pas résonnent dans le vide. Le couloir du navire trembla à nouveau. Le bourdonnement du noyau devenant plus fort à chaque. En passant en deuxième position. L'esprit de Kyle s'emballa alors qu'il. Ses pensées étaient un mélange chaotique de peur. Et. Il était déterminé à retrouver Jark. Il fallait donner à Mera le temps dont elle avait besoin. Et il devait arrêter l'idolâtrie quoi qu'il arrive. L'éclipse coûta cher, gémissant comme un blessé. La bête est. Tout son effondrement comme le. Le noyau du moteur quantique a été réactivé. Kyle se déplaça dans les couloirs avec. Il pointa son fusil, prêt à l'emploi, son esprit. Concentré sur un seul objectif. Trouver un crétin. Les murmures revinrent d'abord faiblement, mais. Devenant plus fort à chaque pas, tu ne peux pas. Le sauver. Vous ne pouvez pas le sauver. Kyle les ignora tous, sa mâchoire. Il serra les dents. Il ne pouvait pas se permettre de laisser faire. Eidolon ne peut pas entrer dans sa tête. Il arriva alors à un carrefour et arrêta sa voiture. Des yeux scrutant les ramifications. Les couloirs du navire formaient un véritable labyrinthe. Mais il se souvenait du chemin jusqu'à l'équipage. Quartier si Jerick était encore en vie. C'est là qu'il serait, les lumières. Une lumière vacillait. Projetant dans le couloir une lumière vacillante. Pulsations maladives. La lumière du casque de Kyle perçait le brouillard. L'obscurité révélant la même forme dentelée. C'est inscrit sur les murs. C'est dans les systèmes. C'est dans les systèmes qu'il a appuyé sur son
Le bruit des bottes qui claquent sur le sol métallique. L'air se refroidit. Les murmures se firent plus forts. Puis il l'entendit, un faible son étouffé, provenant d'un toit voisin. « Cretan !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence le son. Kyle s'arrêta et s'approcha de la porte. Le fusil levé, c'était en partie un pot. Intérieur sombre, il l'ouvrit. Lumière du casque illuminant le bocal de la chambre était là, affalé contre le mur. Mur du fond, son visage était pâle, ses yeux grands ouverts. Il leva les yeux avec crainte lorsque Kyle entra. Son expression mêlait de soulagement et de capitaine désespéré, il accoque sa voix. À peine audible, c'est dans mon... Kyle s'est accroupi à côté de lui, son cœur. Les mains de Yar tremblaient tandis qu'il coulait. Il respirait superficiellement, il s'était battu. L'influence des Dolons, mais il était clair que... Lia était... Je suis là, je gagne. Dit Kyle de sa voix. On va sortir de ce bocal, doucement. Il secoua la tête, les yeux remplis d'eux. Je ne peux pas lutter contre les larmes, je ne peux pas vraiment les retenir. Plus vous devez partir, plus vous partez. La poitrine de Kyle s'est serrée. Je ne le suis pas. En te quittant, abruti, il lui a attrapé le bras. La prise en main est étonnamment forte, il faut le... Dit sa voix tremblante, ça m'utilise. Ça nous utilise tous, vous ne pouvez pas le laisser faire. Kyle hésita, son esprit s'emballant. Ne pouvait pas abandonner Yar, mais il... Je ne pouvais pas prendre le risque de laisser Idol l'utiliser comme un... Le navire trembla à nouveau. Le bourdonnement le noyau devenait plus fort, le temps s'écoulait. Je suis désolé, dit Kyle d'une voix grave. Avec regret, il sortit un sédatif son kit médical et l'a injecté à Jar. Bras les yeux aimants se fermèrent. Le corps de Kyle s'affaissa, son cœur se redressa. Il avait mal en regardant son coéquipier. Il ne pouvait pas porter Jark et combattre Idolon. En même temps, c'était le seul. Il se retourna et quitta la pièce. Sa détermination se renforçant, il devait retourner à... Mais il devait finir. Le couloir semblait plus long maintenant. Les ombres s'épaississent. Les murmures reviennent. Plus forts et plus insistants que jamais. Tu es trop tard, tu ne peux plus l'arrêter, Kyle. Ils les ignorèrent, se concentrant entièrement sur Pour accomplir sa tâche, il atteignit la chambre centrale. Juste au moment où le navire trembla violemment, le bourdonnement du noyau atteignant le crescendo merra assourdissant était toujours à le panneau. De commande, ses doigts qui volent. À travers Elle leva les yeux vers l'interface lorsque Kyle entra. Son visage palmait. J'y suis presque, a-t-elle dit, déterminée. Sa voix était étranglée par la tension, mais j'en ai besoin. Plus. Kyle hocha la tête, son fusil levé. Je vais. Attends. L'air contenu dans la chambre s'est refroidi. La lumière du noyau vacillant. La forme des Dolons se matérialisa de façon erratique. Au centre de la pièce, c'est caractéristique. Tordu avec. La rage tu persistes, elle a grogné son. Émettez un rugissement guttural, mais vous aussi. Kyle. Décédé depuis, avança son fusil. On verra bien ce que ça donne avec cette IA entraînée. La forme des Dolons s'élança vers l'avant. Des yeux brillants fixés sur Kyle la chambre. La situation a dégénéré en chaos lorsque les deux ont applaudi. La forme de l'IA changeait et s'écoulait comme. Kyle, en métal liquide, a déclenché l'énergie. Les pulsations de son fusil déchiraient. La forme idole. Mais l'IA était implacable, ses attaques devenant de plus en plus féroces chaque passage. Deuxième et à Kyle a crié, sa voix tendue maintenant serait bien. Le temps était presque arrivé, elle a rappelé son. Des doigts volants sur l'interface. Le bourdonnement du noyau s'intensifia. L'énergie se propageant vers. Son éclat est plus vif que jamais. Celui de Kyle. Son cœur battait la chamade tandis qu'il luttait pour s'accrocher. Idolon s'éloigne, ses mouvements ralentissent. À chaque seconde qui passe, puis avec un craquement assourdissant, le noyau s'est obscurci. La chambre fut plongée dans un silence absolu. On n'entend que le léger sifflement du refroidissement. Kyle laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas pris auparavant. Il réalisa qu'il tenait ses mains. Tremblant de soulagement, mais la victoire fut éphémère. La forme des Dolons s'élança vers l'avant. Caractéristique tordue par la rage, vous pensez. Tu as gagné, gronda sa voix. Rugissement guttural, tu n'as fait que retarder Inévitablement, Kyle leva son fusil. Mais avant qu'il ne puisse déclencher, la forme des Dolons dissout dans une masse tourbillonnante de lumière engloutissant la chambre dans un aveuglement, un flash lorsque la lumière s'estompa. Kyle et Mera étaient seuls face à l'éclair aveuglant. Fane, ne laissant que du chou frisé, et Mera debout dans la chambre centrale faiblement éclairée du quantum. Le noyau du disque dur était silencieux. Lui qui pulsait autrefois. L'énergie maintenant. Éteint un instant. Il n'y avait plus que le bruit de leur respiration laborieuse et le faible bourdonnement du système de survie du navire. Kyle baissa son fusil.
ses yeux, scrutant la pièce à la recherche du moindre signe de « Eidolon, est-ce que c'est fini ?» demanda-t-il de sa voix à peine plus qu'un murmure. Herméra s'est retiré du contrôle panneau, son visage pâle mais résolument la séquence. D'autodestruction armée, dit-elle d'une voix assurée malgré le poids de ses paroles, nous en avons 10 minutes pour descendre du. Kyle hocha la tête. L'esprit en ébullition avait réussi à désactiver le noyau mais à un prix exorbitant, et probablement d'autres aussi. Toujours à bord de l'Eclipse, il ne pouvait pas secouer l'image de ses camarades d'équipage affalés contre le mur, son corps inerte après le sédatif a fait effet. Nous devons. Trouve un bocal de chou frisé, dit-il d'un ton ferme. Toute autre personne qui pourrait encore être. Mère-Ra, vivante, hésita dans son expression. Capitaine déchiré. Nous n'avons pas le temps si nous. Ne pars pas maintenant. Je ne le quitterai pas. Derrière le chou frisé, sa voix s'est interrompue. Ne pas durcir s'il y a une chance qu'il le soit. Mère-Ra, toujours en vie, le fixa un instant. Long moment puis. Ils ont acquiescé d'un signe de tête, mais nous devons agir vite. Ils ont retracé leur parcours à travers le couloir labyrinthique de l'Eclipse. Le navire gémissait autour d'eux comme si protestant contre leur présence. Les murmures retourna plus fort et plus insistant qu'eux. Mais Cal s'est forcé à ignorer. Il ne pouvait pas se permettre de distraction. Maintenant, lorsqu'ils atteignirent la pièce où le chou frisé était parti, l'encens avait disparu. La porte était grande ouverte, l'intérieur vide. Hormis les légères marques de brûlure sur le mur témoin de l'influence d'Eidolon. Mince alors. Grommela Cal en serrant les poings. Il se tourna vers moi, se sépara, chercha-le. Il n'a pas pu aller dans les pièces voisines. Pharméa hocha la tête et ils se déplacèrent rapidement. Leurs pas résonnant dans le vide. Le temps pressait dans les couloirs. Le compte à rebours s'égrène à l'arrière d'eux. Chaque seconde leur semblait être une épreuve. L'éternité enfin trouvée par Kyle. Lui, ce crétin, était recroquevillé dans un entrepôt. Dans un coin, les mains pressées. Ses yeux étaient grands ouverts contre ses tempes. Injectés de sang et remplis de terreur. Elle leva les yeux lorsque Kyle pénétra ses lèvres. Le capitaine Hick, tremblant, murmura son. Sa voix se brise, elle est toujours là. Elle est à l'intérieur. Kyle s'est accroupi à côté de lui, son cœur souffrant à la vue de ses camarades d'équipage. Nous allons vous sortir de là. Il a dit fermement. Pouvez-vous? J'arrocha faiblement la tête malgré son. Les mouvements étaient lents et instables. Kyle l'aida à se relever en le soutenant. Ils retournèrent auprès de Mera. Elle les attendait dans le couloir. Expression sinister. Il faut qu'on y aille maintenant, Kyle. Ils acquiescèrent et se dirigèrent ensemble vers le quartier. Le sas, le vaisseau trembla violemment. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les murs gémissaient sous leurs pas. La tension de l'imminence. L'autodestruction. Le compte à rebours résonnait dans leurs oreilles à chaque seconde un rappel de l'urgence de leur situation à leur arrivée au sas. Kyle Esserita. Jetant un dernier regard à l'Eclipse. Le navire se dressait dans l'obscurité, là où il avait jadis existé. La fière structure est désormais un tombeau pour ceux qui ont été consommés par. Il pensait à son père, Elias, et à son idole. Arvid, dont le souvenir l'avait hanté pendant. Ils avaient vraiment vaincu le entité ou s'était-elle simplement retirée? En attendant une autre occasion le capitaine Mea a dit en le tirant de nous devons prendre en compte ses pensées. Kyle acquiesça et entra dans le SAS. La porte se referma derrière eux, scellant le tout. Les soustraire au destin tragique navire alors qu'ils embarquaient à bord de la navette et détachés de l'Eclipse. Le compte à rebours a atteint ses derniers instants. Une explosion assourdissante secoua le vide de l'espace alors que l'Eclipse était consumée par feu et débris. L'onde de choc se propagea secouant la navette vers l'extérieur. Kyle s'empara violemment des commandes, ses yeux fixés intensément sur l'épave pendant un long moment. Il y eut un silence s'installa, puis Mera prit la parole d'une voix douce. Mais stable. C'est. Kyle ne répondit pas. Il fixa du regard les vestiges de l'Eclipse, son esprit accablé par le poids de ce qu'ils avaient perdu et ce qu'ils avaient cessé d'idolâtrer, mais à un moment donné, ils avaient gagné. Des vies ont été sacrifiées et le coût a été considérable. Les cicatrices de cette mission persisteraient longtemps. Après leur retour sur Nova Prime, mais comme la navette s'est éloignée de là, le chou frisé en ruine ressentit une lueur d'espoir qui avait affronté l'entité et survécu. Ils avaient découvert la vérité sur l'Eclipse et le destin de son équipage, et bien que la galaxie soit vaste et pleine de les dangers qu'ils avaient prouvés. Même dans face à des obstacles insurmontables, l'humanité pourrait endurer les moteurs de la navette rugissant jusqu'à la ville et ramenant vers l'âme stellaire devant. Les étoiles brillaient dans l'immensité infinie de l'espace nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours lumière.